Bonjour et bienvenue sur la chaîne Résonomie, c'est Eliès qui vous parle et avec une troisième vidéo toujours en relation avec l'autonomie alimentaire en ville. Alors là on va pas parler particulièrement d'autonomie, en fait c'est un petit hors sujet. On va surtout parler de résilience en ville. Alors l'autonomie et la résilience c'est un petit peu lié, mais c'est quand même différent. Donc l'autonomie c'est la capacité à pouvoir satisfaire des besoins tout seul ou au sein de son groupe. La résilience c'est la capacité à résister à des perturbations. On peut parler de résilience dans tout un tas de systèmes, par exemple même des systèmes informatiques résilients, ils vont résister à une attaque, à un piratage informatique, à un virus. Un système humain résilient, pareil, c'est lui qui va pouvoir résister à des perturbations extérieures. Donc nous, dans le cadre de notre système humain, de notre société, on va parler de résilience si on est capable de résister à une crise naturelle, une crise économique, monétaire, financière, une crise sociale, etc. Alors on avait vu la dernière fois qu'en Île-de-France, seulement 3% de la nourriture qui est consommée est produite dans la région. Donc en règle générale, la nourriture parcourt à peu près 700 km en moyenne, ce qui fait qu'en cas de crise énergétique, notamment sur tout ce qui est pétrole, eh bien, on n'aurait plus de capacité de transporter la nourriture. Les magasins seraient rapidement vides. On estime qu'il y a à peu près 3 jours de réserve en nourriture sur l'Île-de-France dans les magasins. Donc le système de distribution de nourriture en Île-de-France est extrêmement fragile en fait. Il n'est pas du tout résilient. Il suffirait donc que le transport soit impacté, un type de transport soit impacté et en fait il n'y aurait plus moyen de pouvoir fournir la région en nourriture. Ça nous montre bien qu'il faut qu'on aille développer des réseaux de distribution locales. Les transports sont plus courts, donc par exemple admettons que si jamais il y a un problème d'approvisionnement en énergie en France, les stations de service ferment, il sera plus facile pour moi de me déplacer même à vélo pour aller chercher ma nourriture, on va dire à 10-15 km, que de devoir aller jusque dans le sud de l'Espagne pour aller la remonter sur Paris. Il faut aussi diversifier ses approvisionnements. C'est extrêmement important. En permaculture, on apprend de toujours diversifier, de toujours faire en sorte que on puisse avoir plusieurs accès à une ressource. Par exemple, sur la ressource en eau, on essaie d'avoir à la fois l'eau de pluie, éventuellement une source, éventuellement d'autres approvisionnements. On essaie de toujours avoir plusieurs solutions. Au cas où il y a un tarissement sur un des approvisionnements, on a la capacité en fait d'en utiliser d'autres. Donc sur du réseau local, il faut avoir la même idée derrière, diversifier ses approvisionnements et du coup comme ça on augmente sa résilience. Les circuits courts permettent aussi de créer du lien social, de sortir des gens de l'isolement. C'est aussi mettre en commun des compétences techniques, exemple la mécanique, le bricolage, le jardinage. Et plus le réseau est diversifié, plus le réseau sera résilient et donc les membres du réseau seront en capacité de résister à des perturbations extérieures. Alors comment on développe des circuits courts localement ? En fait c'est très simple. Un circuit court c'est la mise en relation d'un producteur et d'un consommateur, pour faire simple. En tout cas quelqu'un qui a un outil ou une ressource et quelqu'un qui est demandeur de cette ressource. Donc il faut simplement aller voir les producteurs. Donc en Île-de-France on a énormément de petits producteurs. On a aussi des producteurs qui sont dans les régions voisines de l'Île-de-France qu'il est possible d'aller voir. Et donc, par exemple, on peut se renseigner sur Acheter à la source. Donc, c'est un site internet qui répertorie en fait plein de petits producteurs par département. Donc, on peut voir qu'il y a différents onglets. Donc, on peut trouver de la viande, on peut trouver des producteurs, donc des éleveurs, on peut trouver des producteurs de miel, de fruits, de légumes, etc.
Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est de discuter entre les consommateurs, ceux qui sont en demande d'une ressource. Donc on peut s'organiser par quartier ou par ville pour amortir les coûts de transport chez le producteur. Par exemple, on a trouvé un producteur de pommes. Donc à la saison des pommes, il peut fournir des kilos, des dizaines de kilos, voire peut-être même des tonnes de pommes. Donc on s'organise au niveau du quartier, qui veut des pommes pour les 2 à 3 mois à venir, et puis on fait un voyage pour aller chercher 100, 200 kilos de pommes, et puis les redistribuer après au sein de son quartier. Alors, il est à noter que lorsqu'on effectue ça, en fait, on enlève un intermédiaire qui est actuellement donc la grande distribution. Cet intermédiaire, en fait, prélève énormément d'argent. Du coup, travaille à la baisse des prix pour les producteurs et travaille à la hausse des prix pour le consommateur. Donc, en fait, en passant par les circuits courts, on a en général des produits de meilleure qualité à un moindre coût. Mais ça demande à ce que l'on passe du temps, qu'on dépense du temps pour organiser ce circuit et mettre en relation du coup le producteur et le consommateur. Alors une AMAP fonctionne en fait avec des producteurs et des consommateurs. En général l'initiative vient des consommateurs. Qui s'organisent pour mettre en place un circuit de distribution en lien avec des petits producteurs. Donc l'idée c'est de court-circuiter la grande distribution et que les consommateurs s'organisent simplement pour mettre en place cette distribution des denrées, des ressources. Par exemple, au niveau de Massy, il y a une association qui s'appelle Massy Manger Bio, donc qui est une AMAP composée de plusieurs dizaines de foyers. Donc les gens doivent s'organiser tout au long de l'année pour participer à la distribution et aussi à l'approvisionnement de la MAP. Ça demande un travail bénévole assez important. Ça demande en fait de pouvoir consacrer un petit peu de temps. Plus on est nombreux dans la MAP et moins on a de temps à consacrer chacun, mais il faut que tout le monde puisse participer, donner un petit peu de son temps pour que la MAP fonctionne. En échange de quoi on a des prix très raisonnables sur une nourriture de qualité. De plus, on assure au producteur un prix qui lui permet de vivre de son activité. C'est pour ça qu'on appelle ça des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est pour effectivement aider les paysans, les producteurs, notamment en court-circuitant justement la grande distribution qui va toujours essayer d'installer une pression à la baisse sur les prix pour les petits producteurs. Les AMAP fonctionnent aussi avec le principe des contrats signés entre le producteur et les consommateurs. Ces contrats assurent au producteur un débouché constant et régulier sur l'année. Ces contrats sont une assurance pour le producteur, mais ils ont un effet un petit peu de contrainte sur le consommateur qui lui est engagé et du coup devra venir récupérer ses paniers chaque semaine. Donc disons que le système des AMAP, de par ce fonctionnement par contrat, est surtout adapté à des foyers stables, familiaux. Par exemple une grande famille qui ne bouge pas de l'année, c'est très très adapté. Mais ça ne sera pas le cas d'un couple ou de personnes qui sont régulièrement en déplacement ou en voyage. Donc c'est pour ça qu'on va voir là tout de suite un autre type d'association à travers l'exemple de l'association Les Barbes Vertes. Donc cette association, pareil, elle met en relation des producteurs et des consommateurs, mais sans la contrainte cette fois-ci des contrats. En fait, on a un site internet et on commande chaque semaine les produits dont on a besoin en fonction de ce qu'il est disponible. Donc en fait, les producteurs disent que cette semaine ils ont des récoltes de fruits, de légumes sur tel produit, éventuellement des producteurs qui peuvent aussi faire du pain, faire de la viande, du fromage. Donc voilà, en fonction des saisons, on a différents types de produits disponibles et on choisit son panier en fonction de ces produits. Donc ça permet beaucoup plus de souplesse. Il y a moins cette assurance au niveau du producteur, mais ça permet quand même au producteur un débouché à un prix raisonnable à la fois pour le consommateur et qui permet
aux producteurs de vivre de son activité. Alors on peut voir là dans la liste des producteurs extrêmement diversifiés. Donc on a du miel, du pain, du fromage, de la viande, des fruits, des légumes. On a même des oranges, des agrumes qui viennent de Sicile par un regroupement de petits producteurs siciliens. On a de l'huile d'olive de Crète également. Donc bon, là on n'est plus dans le circuit court, mais on est toujours dans la démarche de mise en relation directe du consommateur avec le producteur. Donc ce principe-là existait il y a quelques années avec notamment la ruche qui dit oui. Mais le problème, c'est que la ruche qui dit oui est une entreprise détenue par des actionnaires. Ils se font de l'argent en fait sur les transactions entre les clients et les producteurs. Donc là, ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent, il s'agissait d'associations à but non lucratif qui ont certes des coûts, mais des coûts de transport, éventuellement pour payer des salariés qui prennent du temps pour s'occuper des commandes. Mais là, dans le cadre de la ruche qui dit oui, c'est une société avec des actionnaires. Donc, on n'est pas du tout sur le même concept, le même principe. Pour moi, je vous déconseille de passer par la ruche qui dit oui. Je vous invite plutôt à vous mettre en relation avec des gens de votre secteur, de votre quartier ou de votre ville pour monter une association de type AMAP ou de type éventuellement ce qu'on a vu avec les barbes vertes. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas toujours à liker, commenter et puis dire dans les commentaires s'il y a ce type de réseau qui existe autour de chez vous. Et si jamais vous voulez qu'on parle de vous, si vous avez une entreprise qui... Et puis si jamais vous voulez qu'on parle de vous, qu'on vous intègre dans le réseau de Résonomie, parce qu'on va essayer d'intégrer un réseau avec des producteurs, des gens qui travaillent pareil pour le bien commun, qui font revivre des savoirs anciens. Donc vous avez vu la vidéo de Mickaël récemment sur les serres de mamie. Alors voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un message ou nous envoyer un mail. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.